Merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, qui a désormais un nouveau président, Cyril Ramaphosa, succède ainsi à Jacob Zuma, la tête de l'ANC, battant de justesse sa rivale, l'ex-épouse de ce dernier, Nkosana Dlamini Zuma. Cyril Ramaphosa, qui fut pressenti dauphin de Nelson Mandela, prend ainsi les commandes du parti dans un contexte bien différent de celui de l'époque. L'impact de cette élection à la tête de l'ANC, les conséquences politiques qui vont en découler, décryptage dans cette émission, bien sûr, avec nos invités, émission au cours de laquelle il sera également question de la vie du Parti socialiste au Sénégal, le parti du premier président Léopold Sédar Senghor, qui traverse depuis des moments une passe difficile, notamment avec le placement sous mandat de dépôt du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, un des responsables de premier plan de cette formation politique. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Ali Faringaï, expert en sciences politiques. Ali Fari, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Avec nous également sur ce plateau, Bachir Fofana, journaliste. Bachir, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Merci, messieurs, d'être avec nous. Il s'appelle Cyril Ramaphosa. C'est lui qui a succédé lundi dernier à Jacob Zuma, la tête de l'ANC. C'est lui également, surtout, qui sera sur les rails pour devenir le futur président à la prochaine présidentielle en 2019, en cas de victoire du parti, bien sûr. Le résumé avec Souabou Taha. Cyril Ramaphosa sort vainqueur des élections du Congrès national africain et succède au controversé Jacob Zuma. À 65 ans, le vice-président prend donc la tête du parti au pouvoir depuis 1994, à 2 ans d'élections cruciales pour l'avenir de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a remporté 2440 voix contre 2261 à son unique rival Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de l'Union africaine et l'ex-épouse de Jacob Zuma. Soutenu par les milieux d'affaires et les centres urbains, le vice-président, connu pour être un fervent militant anti-apartheid, semblait se préparer au poste depuis sa tendre enfance. Cet ancien syndicaliste et négociateur de la transition démocratique aux côtés de Nelson Mandela était le dauphin préféré de l'icône sud-africaine avant d'être doublé par Thabo Mbeki. Un échec qui le conduit à quitter l'ANC et la vie politique pour se concentrer aux affaires dans le secteur privé. Un détour qui le rend millionnaire, sa fortune est estimée à 378 millions d'euros. Soutenu par l'aile modérée du parti, Cyril Ramaphosa avait vivement dénoncé la corruption du clan Zuma. Figure rassurante, il semblait le plus à même de rassembler et de faire revenir ceux qui ont perdu confiance en l'ANC dans les rangs du parti. Cyril Ramaphosa pourrait devenir dans 2 ans le président du pays à la fin du mandat de Jacob Zuma, si l'ANC remporte les prochaines élections générales. Le récit de Souabou Taha, Ali Faringaï, Jacob Zuma qui cède le fauteuil au vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa, laissant derrière lui un ANC profondément déchiré par son règne et surtout pour la bataille à la succession ou à sa succession. Quel impact cette élection de Cyril Ramaphosa aura-t-il sur le parti, surtout à quelques mois de la prochaine présidentielle? Je vous remercie, M. Diallo. Je crois que l'élection de M. Ramaphosa va donner à l'ANC une opportunité de s'identifier comme un parti transnational et transethnique, excusez-moi du terme. Parce que vous savez, le dernier mandat de Jacob Zuma a été marqué par ce qu'on avait parlé de la zuluisation du parti. Parce que lui étant de Zululand, donc la partie orientale de l'Afrique du Sud, qui constitue aussi, et le KwaZululand constitue la base principale de l'ANC, on avait le sentiment que si effectivement Jacob Zuma ou Madame Zuma, son ex-épouse, avait rempli, les autres composantes auront le sentiment qu'effectivement c'est tout simplement la zuluisation qui continue. Mais en ayant quelqu'un qui est effectivement né dans la pauvreté, qui est né à Soweto, on se rend compte quand même c'est une opportunité pour donner plus de respiration à l'ANC. La deuxième raison, c'est que quoi qu'on en dise, sur la base du profil de l'homme, pour avoir été, comme vous l'avez dit dans votre documentaire, un dauphin manqué de Mandela et qui a eu à attendre son heure et qui, heureusement, le jour de son anniversaire, le 17 décembre, est parvenu à 65 ans d'être le candidat, soutenu par la COSATO et les toutes puissantes organisations syndicales,
Je crois que c'est quelqu'un quand même qui a une occasion de réconcilier l'Afrique du Sud avec elle-même, de combattre la corruption et de s'identifier comme un président qui sera aussi là-bas pour les couches moyennes. Parce que comme vous savez, il a une grande expérience avec les organisations syndicales quand il a quitté la politique. Et il est parvenu à être secrétaire général de sa toute puissance organisation des ouvriers. Et on pense donc que ça peut être une bonne occasion de réconcilier l'ANC et ses différentes composantes avec elle-même. Ensuite, d'avoir une gouvernance où véritablement l'Afrique du Sud va donner une nouvelle image au reste de l'Afrique, une Afrique du Sud moins corrompue, plus ouverte au monde et focalisée sur les questions de développement et d'intégration sous-régionale. Alors, vous l'avez dit, Ali Farindiaye, Cyril Ramaphosa, qui fut un dauphin pressenti de Mandela, mais déjà Bachir Fofana, un nombre d'analystes avaient anticipé en prédisant l'éclatement de cette formation politique et lui prédisent une défaite historique aux prochaines élections générales de 2019. C'est votre avis ou pensez-vous que Ramaphosa, qui à un certain moment ou depuis des années a critiqué le gouvernement de Zuma, empêtré dans les scandales de corruption, va-t-il réussir, comme l'a dit Ali Fari, à créer cette unité au sein de la formation politique? Bon, je vous remercie, je salue mes amis, notamment Ali. Abdoulaye, il faut comprendre que Ramaphosa arrive dans un contexte compliqué qui a été décrit par Ali, sur lequel vous revenez. Il faut aussi comprendre aussi que c'est un homme qui a un parcours, qui a un vécu, qui peut prédestiner à faire de lui l'homme de ce rassemblement et de l'unité de cette nation arc-en-ciel. Parce que si on dit que il fut pressenti dauphin de Nelson Mandela, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, par le passé, a joué un rôle important dans la transition démocratique entre la fin de l'apartheid et l'entrée vers la démocratie plurielle, comme on dit. Il a été vice-président de Mandela, mais après Thabo Mbeki est venu prendre sa place. Il est allé se faire dans le monde des affaires. Il avait complètement quitté la sphère politique. Et c'est peut-être cette chance-là qui lui permet aujourd'hui d'avoir cette liberté. Peut-être s'il était resté dans ce système, peut-être qu'il serait aussi empêtré que le sont aujourd'hui certains aujourd'hui qui sont dans ce système. Mais il faut comprendre que déjà, son élection est lourde de danger pour le parti ANC. Et qui dit ANC dit fondamentalement Afrique du Sud. Pourquoi aujourd'hui, sur les 4000 et quelques délégués, il a réussi à avoir que 50,5 ou 50,6%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un membre de l'ANC sur deux a voté contre Ramaphosa. Donc forcément, le défi premier, à mon avis, c'est le défi de rassemblement du parti ANC, de la machine de guerre qu'a été l'ANC, pour le propulser vers justement cette machine de victoire électorale qu'a toujours été ce parti. Mais justement, Bachir, c'est là où je voudrais revenir. Est-ce qu'il va réussir à relever ce défi? D'autant plus qu'aujourd'hui, la moitié des postes, comme on dit, du top 6 sont occupés par des proches de Zuma, un groupe influent, dont la plupart soupçonnaient d'ailleurs d'œuvrer dans l'ombre pour consolider le pouvoir de Zuma. Mais effectivement, Zuma a cherché à pérenniser, comme l'a dit Ali, la zouilisation, c'est bien, de l'appareil ANC, et qui appareil ANC dit forcément appareil étatique. Donc effectivement, il a cherché à imposer Madame Zuma, son ex-épouse, à la tête de l'ANC pour peut-être assurer ses arrières, je ne sais pas, ou peut-être pérenniser le système qu'il avait déjà commencé à étendre ses tentacules. Donc le premier défi, il est là pour Ramaphosa. Il est d'abord le défi de l'unité dans sa propre formation politique. Mais aussi, il faut dire que c'est un homme de poigne, ce Ramaphosa. On se souvient qu'en 2012, il y avait une grève des mineurs. En tant qu'administrateur dans une mine, il avait ordonné que les forces de sécurité tirent sur les manifestants. Il y a eu plus d'une trentaine de morts. Donc c'est ce qui avait créé la première cassure entre le monde ouvrier et l'ANC. Donc aujourd'hui, il faut le dire, c'est cette situation, c'est toutes ces blessures-là que ce monsieur est appelé à penser, à colmater, à rafistoler pour que justement nous puissions avoir une nation arc-en-ciel telle que l'a voulu
Nelson Mandela et tout ce qui était derrière lui, pour qu'on puisse avoir aussi cette économie forte, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Afrique du Sud, c'est la première économie au sud de l'Afrique, en Afrique subsaharienne. Et qu'aujourd'hui, cette économie, elle est empêtrée dans des crises profondes. La crise de l'emploi, la crise de la croissance et beaucoup d'autres choses, les histoires de corruption. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu très en avance sur beaucoup de choses, mais le président Zuma a échappé à une tentative de destitution parce qu'ils avaient estimé que le fait de réparer sa maison familiale aux frais de l'État, c'était pas normal. Et bon, toutes ces choses-là sont à mettre dans un même panier de problèmes auxquels le nouveau président de l'ANC devra s'attaquer pour justement passer 2019, parce que 2019, c'est pas gagné pour lui. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens dissidents de l'ANC qui sont partis créer leur formation politique, notamment le jeune Julius Malema. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont une très forte assise populaire et que les élections, ce n'est pas du tout gagné. Ce n'est pas du tout gagné, ce ne sera pas une promenade de santé, mais pour y arriver, pour que ça soit justement une élection gagnante pour l'ANC, il faudrait d'abord penser à faire l'unification, l'unité au sein de la famille ANC avant de chercher la voie des populations sud-africaines. Alors, avant la prochaine échéance électorale, notamment en 2019, comme il a dit, dans sa campagne pour la bataille de la succession ouverte de Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa avait promis de faire le ménage et surtout de s'attaquer à la corruption. Alors, la situation à laquelle nous assistons juste avant cette élection et que Jacob Zuma était cité dans des scandales de corruption, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette forme de cohabitation à la tête de l'ANC, la tâche sera facile pour Cyril Ramaphosa de parvenir à réussir toute cette famille autour d'un même idéal? C'est une bonne question. Vous me permettrez quand même de retourner à mon ami Bachir les vœux de fierté, parce que c'est un ami avec qui j'ai toujours partagé un certain nombre de choses et avec qui je partage toujours le plaisir d'échanger sur ces questions-là. Je devais le faire au début. Et comme effectivement vous l'avez dit, je crois que le défi majeur pour M. Ramaphosa, c'est effectivement de s'attaquer à ce problème crucial de corruption, ou avoir la perception qu'il s'attaque à ce problème-là, mais aussi et surtout de s'attaquer à l'Afrique du Sud, à les deux Afriques du Sud, parce que nous avons une Afrique du Sud à deux échelles. Si vous voyez, moi j'ai eu la chance de visiter l'Afrique du Sud l'année dernière, et tu vois que la ghettoisation des Noirs, le fait que si vous allez à Pretoria, si vous allez à Soweto, les gens vivent encore dans des ghettos. Je sais qu'il y a un programme d'urbanisation qui a commencé avec Thabo Mbeki, mais que cela doit être accéléré. Parce qu'aujourd'hui, cela est lié peut-être à la question de la corruption. Parce que beaucoup de Sud-Africains se disent qu'ils ne comprennent pas que leur pays soit la première puissance économique et qu'ils ne parviennent pas à effectivement apporter un certain nombre de problèmes à leurs préoccupations. Et régler cette question-là permet aussi de régler la question subsidiaire d'attaque des étrangers. Parce qu'à tort ou à raison, beaucoup de Sud-Africains ne pensent pas que le problème majeur de leur pays, ce n'est pas la richesse qui est disponible, mais c'est une mauvaise répartition de la richesse à travers le système de corruption. Mais que ce n'est pas les étrangers qui sont là-bas. Et malheureusement, pour divertir les populations, certains politiciens ont fait croire aux Sud-Africains que le problème, c'était les Africains. Et c'est pourquoi vous voyez cette campagne contre les Africains, cette campagne xénophobique qui est en train de se développer, alors qu'en vérité, l'équation principale à régler, comme vous l'avez dit, c'est la question de la lutte contre la corruption. Je sais qu'il peut le réussir parce que dans ces systèmes anglo-saxons, les gens aiment voir quelqu'un qui a réussi en business d'abord avant de réussir en politique. Surtout parti de rien. Voilà, et parti de rien. Lui qui est né à Soweto, donc qui a grandi dans la pauvreté, c'est quelqu'un qui peut envoyer un signal fort et créer un électrochoc qui puisse permettre de donner ou susciter de l'espoir dans la tête du jeune Sud-Africain qui a grandi dans la pauvreté, parce qu'il peut dire que je peux être comme monsieur le secrétaire général de l'ANC ici, par extraordinaire, celui-là devient président. Et revenant sur ce que Bachir a dit, c'est extrêmement important. L'ANC est aujourd'hui en perte de vitesse. C'est pourquoi la question qu'on se pose, c'est que dans les années intérieures, être automatiquement le secrétaire général de l'ANC voudrait dire de facto le président de la République. Mais comme il l'a dit avec la rébellion du jeune Malema. Ensuite, le fait que
le Zululand, le KwaZululand, la base Zulu, soit la base véritable de l'ANC et qu'il y ait effectivement le parti de Bouteleti qui a aussi des orientations, qui est aussi un parti Zulu, font qu'il y a un certain nombre de batailles à faire pour unifier le parti. Et je sais malheureusement que ce n'est pas comme dans nos systèmes où le président, ou comme dans le système américain où le président peut choisir son colistier. Malheureusement, le colistier est voté au même moment que le président. Mais on souhaite que ça soit au moins quelqu'un qui est de l'ethnie Khossai, l'ethnie de Thabo Mbeki Mandela, ou bien si ce n'est pas quelqu'un qui appartient à l'ethnie Zulu. Parce que je crois que c'est ce qui peut permettre au moins d'unifier l'Afrique du Sud. Ensuite, il ne faut pas oublier que Cape Town, le parti dominant à dominance blanche, l'ancien parti au pouvoir pendant l'apartheid est encore très fort dans le Cape Point et le Cape Town, donc le sud et d'ailleurs il contrôle même la mairie. Et si vous voyez comment la mairie de Cape Town est organisée et clean par rapport à ce qu'on voit par exemple dans les autres mairies qui sont dirigées par les Africains comme Johannesburg, on se rend compte que sans avoir aucune considération, on se rend compte qu'il y a du travail à faire. Donc entre un ANC ou une ANC qui a un problème de crédibilité, d'image à soigner et des fractions, des partis fractionnalistes qui sont réveillés, je crois qu'il y a un travail d'unification extrêmement important à faire. Il a dit peut-être que Zuma cherchait à couvrir ses arrières parce que quand même la question de la perception de la corruption a atteint son paroxysme. Et je me rappelle l'année dernière quand on était là-bas, c'était le discours de l'Union qu'on fait toujours à Cape Town, où il y a devant le Parlement, le président Zuma s'adresse au peuple. Mais il y avait une bataille rangée entre les partisans du jeune leader qui a créé la fraction et beaucoup de députés d'ANC qui pensaient qu'il fallait qu'on destitue le président Jacob Zuma. Ce qui allait quand même amener l'Afrique du Sud dans une situation que personne ne souhaite. Alors, Bachir, c'est vrai que l'issue de cette élection à la tête de l'ANC était très attendue également par des marchés financiers qui s'inquiétaient surtout des situations politiques qui pourraient peser sur la première puissance industrielle du continent africain. Aujourd'hui, avec cette élection, les conséquences économiques. Bon, vous savez, la première des choses, voilà pourquoi il faut toujours prier que nous soyons dans des systèmes démocratiques. Parce qu'une bonne santé démocratique faut forcément engendrer un regain économique. Aujourd'hui, vous allez en Europe, dans n'importe quel autre pays, l'élection d'un président ou d'un premier ministre a forcément des conséquences sur les places boursières parce qu'en fonction de l'orientation qu'il aura donnée dans son programme économique, les analystes financiers, effectivement, ils essaient de décrypter cela en situation économique favorable ou défavorable. Donc aujourd'hui, si on dit que Ramaphosa, en termes de fortune africaine, selon le magazine Forbes, il est classé 41e ou 42e fortune africaine, avec plus de 450 millions de dollars d'avoir. C'est un homme de la finance mondiale. C'est un homme du système économique mondial. Donc forcément que son élection à la tête de l'ANC présage que les marchés financiers, les places boursières, notamment sud-africaines, l'accueillent favorablement. En ce sens, surtout que si il vient pour mettre un grand coup de pied à la fourmilière que constitue la perception de cette corruption ambiante dans laquelle baignerait ce pays. Donc, s'il se présente en cet homme qui, tout en sachant trouver le consensus ou les grandes disons, les grandes solutions avec son parti, tout en arrivant à rassurer le monde extérieur, ça peut se transformer en opportunité économique et de relance pour l'Afrique du Sud. Parce qu'effectivement, il faut le dire actuellement, la machine économique africaine, sud-africaine, malgré qu'elle soit la première puissance africaine, elle est au ralenti. Elle est, du fait qu'elle soit au ralenti, c'est aujourd'hui une situation que Ramaphosa se devra de s'attaquer. Et la première des choses, c'est effectivement, vous savez, la bourse, par exemple, ça n'a rien d'autre que la relation que vous avez, vous, Abdoulaye ou Ali, par rapport à une situation. C'est la relation de confiance. L'investisseur, il vient dans un pays parce qu'il a confiance à ce pays. Et avoir confiance à un pays, c'est avant tout avoir confiance à ses dirigeants. Voilà pourquoi il est important de choisir des dirigeants qui inspirent confiance à des décideurs, qui inspirent confiance à des investisseurs.
Si aujourd'hui, vous prenez n'importe lequel pays, comme par exemple, je donne l'exemple du Zimbabwe, le fait d'avoir changé de pays, ça fait que c'est un regain d'intérêt de ce Zimbabwe par rapport à des investisseurs. Donc forcément, le fait de changer de président à la tête de l'ANC, donc incidemment, en espérant que le président de l'ANC pourrait être le prochain président de l'Afrique du Sud, incidemment, ça peut engendrer cette relation de confiance que l'investisseur a par rapport à ce pays, à condition maintenant que le nouveau président s'attaque aux vrais problèmes, aux vraies questions de développement de l'Afrique du Sud, notamment la question de l'urbanisation, la question de la pauvreté et les questions liées à la bonne gouvernance de façon générale et de la lutte contre la corruption de façon particulière. L'actualité en débat, c'est également la vie du parti ou l'avenir du Parti socialiste au Sénégal, le parti du premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor, et qui traverse depuis des moments une crise aggravée notamment par le placement sous mandat de dépôt du député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. On fait tout juridico-politico-judiciaire à rebondissement. Ali Farindiaï, le Parti socialiste qui a enrichi ou qui ne cesse de baisser d'une échéance électorale à une autre, serait-il au bord de l'implosion? Je crois que le Parti socialiste est victime de son compagnonnage avec le pouvoir. Parce que, vous savez, l'expérience a montré au demeurant que tous les partis qui sont en alliance avec le pouvoir, mais qui n'exercent pas le pouvoir, seront victimes des conflits d'intérêts et des batailles à l'interne. André Diouf n'a pas survécu avec son compagnonnage avec Abdoulaye Wade. Qui d'autre, la LD n'avait pas survécu avec ça. Avec le président Macky Sall, l'AFP n'a pas survécu avec ses compagnons. Je crois que le Parti socialiste, malheureusement, est en train de vivre les mêmes choses. D'autant plus que c'est un parti où nous avons un secrétaire général qui a la légitimité légale et le maire de Dakar qui considère que lui qui a la légitimité historique. Et le conflit entre les deux que tout oppose, les orientations, leur cursus et leur mode. Jusqu'à un certain temps, ils sont parvenus à créer un certain nombre de consensus ou d'équilibre. Mais il faut constater que depuis que Khalifa a pris la mairie de Dakar, quand même qu'une bonne partie des socialistes ont pensé, avec les échecs en 2000, qui étaient parvenus à pousser le Parti socialiste de la première place à la deuxième place, l'échec en 2007 qui est parvenu à amener le Parti socialiste de la première place à la troisième place, et l'échec en 2012 qui a amené le Parti socialiste de la troisième place à la quatrième place. Certains se sont dit quand même qu'il fallait qu'ils s'organisent peut-être pour pouvoir maintenir le flambeau du Parti senghorien. C'est ce qui explique que peut-être qu'un certain nombre d'initiatives qui sont en train d'être faites, et cette crise est alimentée par une bonne partie des gens qui n'étaient pas du camp de Khalifa au début. C'était tous des gens qui étaient autour de Tanor Dieng et qui ont eu même à être des députés par recommandation de Tanor Dieng en 2012, mais qui ont pensé peut-être qu'il fallait quand même qu'ils se battent autour de Khalifa pour peut-être sauver les meubles. Mais la question principale, c'est que est-ce que l'instrument socialiste qui, à mes yeux, a montré qu'il ne pèse pas plus de 11%, peut être en coalition. Est-ce que cet instrument est assez performant pour pouvoir porter les agendas ou les propulser des personnes à la tête de l'État? Parce que comme vous le dites, on le dit souvent en politique, la préservation d'un instrument puissant est plus important même que l'agenda que tu portes. Or, c'est cet instrument qui a propulsé Tanor, mais qui ne l'a pas parvenu à amener au même pouvoir. Et maintenant, est-ce que cet instrument-là, à lui seul, vaut des batailles fratricides? Moi, je ne pense pas. J'ai eu la chance de discuter un jour avec le maire Khalifa Sall en 2009. On était à deux. Mais il m'a carrément fait croire que l'enjeu pour lui, ce n'est pas la conquête du Parti socialiste, parce que ce parti-là ne peut pas amener quelqu'un au pouvoir. C'est pourquoi il s'était ouvert très tôt, certainement aux forces de la société civile et aux autres forces comme la LD. Donc je crois que ces enjeux, ce qui se passe est regrettable. Pour quiconque connaît effectivement l'histoire du Parti socialiste, mais peut-être que quand même c'est le commencement de... Peut-être que c'est une situation en tout cas regrettable. Alors, Bachir, rapidement, est-ce que l'affaire Khalifa Sall, placée sous mandat de dépôt, le Parti socialiste va-t-il survivre à cette affaire? Bon, moi déjà, je voudrais peut-être distinguer le placement de Khalifa Sall sous mandat de dépôt
des situations du Parti socialiste. Quand bien même on pourrait les lier, où il y a une corrélation, il faut le reconnaître, mais il faut savoir que Khalifa Sall n'a pas été mis en prison pour des faits liés à ses activités politiques, mais sur des faits de gestion, sur lesquels jusqu'à présent il bénéficie de la présomption d'innocence en attendant que la justice tranche cette question. Donc ce qui fait que, bon, si moi j'écarte cette situation dramatique et comme on dit, dont je ne souhaiterais voir personne la vivre, maintenant vous regardez la situation du Parti socialiste, moi j'irai beaucoup plus loin que Ali en me disant que nous sommes toujours dans les conséquences de ce qu'on a appelé le Congrès sans débat de 1996. Voilà, parce qu'effectivement en 1993, il y avait le fameux débat entre la refondation et la rénovation. Donc, parce que le Parti socialiste était arrivé à la croisée des chemins, fallait-il continuer avec les vieux dinosaures qui étaient là ou fallait-il avoir une poussée jeune? Donc, une poussée jeune s'était construite autour de Ousmane Tanor Dieng, avec beaucoup de personnalités politiques aujourd'hui qui sont dans d'autres partis, mais qui faisaient la fer de lance de ce parti. Donc, ils sont allés vers justement la refondation plutôt que la rénovation. Et ça, ce sont les conséquences de cette politique-là que nous continuons à avoir toujours. Parce qu'entre 1996 et déjà 2007, le parti n'est pas allé en congrès. C'était une situation d'opposition, il fallait faire face à la saignée, surtout avec la forte saignée que faisait Maître Abdoulaye Wade et son appareil sur le Parti socialiste. Donc Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng et d'autres responsables politiques de grande envergure, Aïssata Tall Sall et d'autres, ont été là pour tenir ce parti, pour lui permettre de traverser le désert. Donc c'est cette traversée du désert qui est arrivée. Maintenant, comme on dit, d'une élection à une autre, quand on constate que le Parti socialiste quitte 41% en 2000 pour tomber à 11% en 2012, en 12 ans, ça veut dire qu'il y a matière à réflexion. Donc maintenant, là, nous sommes dans une situation où c'est la légitimité contre la légalité. Khalifa Sall incarne cette légitimité, alors que Ousmane Tanor Dieng est assis sur une légalité incontestable. Parce que toutes les coordinations de ce parti, toutes les instances de ce parti l'ont désigné secrétaire général à l'issue d'un congrès démocratique. Alors, c'est ainsi que referme cette émission Talk Afrique Presse, qui avait le plaisir de recevoir Ali Faringa, expert en sciences politiques. Merci Ali d'être revenu. Avec nous également ce matin, il y a Bachir Fofana, journaliste. Bachir, merci. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.